va naître au milieu des pires souffrances d'une mère qui va connaître la plus étrange des naissances. Je t'imagine, mon île, fille de flamme, prisonnière des eaux, roulant tes laves, arrachant des sanglots aux vagues brûlantes d'amour. Comme un enfant, tu vis le jour. Né par 4500 mètres de fond sur le plateau des Mascareignes, entre deux cassures de cette immense faille transocéan indienne, voici quelques 3 millions d'années, un volcan crevait la surface. Ce fantastique spectacle du jaillissement des laves au-dessus de l'océan Indien est contemporain des premiers hommes. Et c'est pourquoi on peut dire que la Réunion est un volcan jeune dans la formation géologique de la Terre. Pour les scientifiques qui ont étudié et ausculté le volcan, l'île était formée initialement d'un cône. Le Piton des Neiges, érigé en 4 phases d'activité bien distinctes, est réparti sur 3 millions d'années. La première phase étant considérée alors que l'île avait crevé la surface, 3 ou 4 millions d'années ayant été précédemment nécessaires pour l'édification sous-marine de l'île. La deuxième phase se conclut par une formidable explosion, qui à l'échelle humaine aurait été un cataclysme, bien que celui-ci n'ait duré que quelques secondes. Après 100 000 ans de repos, le futur Piton des Neiges émet des laves plus riches et en silice plus clair, et qui informe qu'à plusieurs kilomètres sous le cratère, il se forme une chambre magmatique. Dans un même temps, les nuées ardentes qui jaillissent de la montagne éclatée soudent à chaud les débris des laves anciennes. Lorsque l'éruption reprend pour la deuxième phase, c'est un volcanisme de type hawaïen, avec des laves très fluides qui coulent tout autour du cratère. Progression lente mais irrévocable, se solidifiant les unes sur les autres, ces laves atteignent déjà une épaisseur de plus de 1000 mètres de haut. Encore 50 000 ans de repos avant le début de la dernière phase. Pourtant, le Piton des Neiges vieillissant ne connaîtra plus ces violentes explosions. L'île a alors l'aspect d'un autre monde, paysage lunaire aux dimensions importantes. Songez que cette montagne fait au fond de la mer 200 km de diamètre et que le sommet du volcan culmine alors aux environs de 7000 mètres, soit plus de 4000 mètres, au-dessus du niveau de la mer.
que le piton des neiges, petit à petit s'éteint, naissait sur ses pentes, voici 350 000 ans, un autre cratère. Rejetons du premier, c'est lui qui va engendrer le dernier quart de l'île et que l'on appellera plus tard le piton de la Fournaise. C'est la zone encore en activité de nos jours. Les teintes et les couleurs des laves varient par la nature des gaz qui s'échappent et par l'oxydation des roches en contact avec l'air. C'est donc depuis 350 000 ans que des éruptions ont lieu dans cette partie en activité de l'île. Éruptions parfois spectaculaires, comme vous pouvez le constater, elles se succèdent dans l'enclos en fer à cheval qui canalise naturellement les laves jusqu'à la mer, dans cette zone quasi inhabitée de la Réunion et où, je le précise, ont été tournées toutes ces images, ceci au cours de différentes éruptions qui se sont déroulées pendant ces 10 dernières années. L'important de cette masse de plus de 4000 mètres de haut, formée par le piton des neiges et le piton de la Fournaise, l'altitude de l'île fit très vite obstacle aux alizés qui acheminèrent de la vapeur d'eau. Celle-ci, s'agglutinant autour du volcan, créa une ceinture de nuages.
Les nombreuses pluies, conjuguées avec l'effondrement du cratère central, ont creusé dans la montagne des cirques profonds, au relief torturé, avec des pics et des remparts aux dimensions impressionnantes. Et ces nuages, en s'accrochant à la montagne, permirent avec l'humidité la naissance de la végétation. Au début, 3 fois rien, quelques lichens. Mais très vite cela prit de l'ampleur. Les pluies donnèrent naissance à des cascades énormes, à des torrents qui creusèrent leur lit dans la falaise, dans les remparts, dont les tombants peuvent atteindre par endroits 1200 mètres. Cascade du bras caverne, 800 mètres de haut. Cascade de l'Arc-en-Ciel, plus de 1000 mètres entre le fond de la rivière et le sommet des plateaux, d'où descend le ruissellement. Ce site, aux dimensions exceptionnelles, engendre un ravinement d'autant plus important que les roches volcaniques sont friables et perméables. Pour exemple, le cirque de Cilaos, ou un pylône de haute tension, vous donne ici une petite idée de l'échelle et de l'importance de ce ravinement. Le cirque de Mafat, dont les remparts vertigineux isolent ses habitants du reste de l'île, c'est le cirque perdu. Seuls des sentiers escarpés permettent d'y accéder après une journée de marche. La rivière de l'Est, quasi inaccessible en dehors de l'utilisation d'un hélicoptère, avec ses multiples chutes d'eau qui s'étendent sur plus de 8 kilomètres.
Ces nuages, cette humidité tropicale ont donné naissance à une forêt d'un type très particulier que l'on appelle la forêt primitive. Toute cette eau qui tombe en abondance a favorisé le développement des fangeants, qui ne sont autres que des fougères géantes, des fougères arborescentes, et qui percent entre 800 et 1200 mètres le fouillis des branles et des buissons d'une forêt quasi impénétrable. Pendant que nous sommes dans les forêts, dans les bois, arrêtons-nous quelques instants sur l'endormi, petit caméléon, dont la couleur varie surtout avec l'humeur. Son surnom tenant avant tout à la façon lente dont il se déplace. Il est si bien camouflé lorsqu'il est dans les branches feuillues qu'il est bien difficile à repérer. L'endormi est hélas en voie de disparition dans l'île. On a en effet construit une route à 4 voies au beau milieu du petit bois dans lequel il se reproduisait. Autre animal tout à fait typique de la Réunion, le paille en queue, sorte de mouette, dont la queue est formée de 2 plumes de grande taille. Ces 2 plumes qui nous donnaient son nom étaient très recherchées pour orner les chapeaux et les canotiers au siècle dernier. Et c'est pourquoi cette espèce protégée est devenue en quelque sorte l'emblème de l'île. Wanana est paillon que la plume les comme en coton. Wanana est paillon que l'issa va la mer chercher poisson. Allez pas baigne dans le bord la mer, faites attention, chinigalabert. Allez pas baigne dans le bord la mer, faites attention, chinigalabert. Mon joli petit paillon que l'y volait. Mon joli petit paillon que la plume l'est encore frisée. Mon joli petit paillon que l'y volait. Mon joli petit paillon que la plume l'est encore frisée. Allez pas baigne dans le bord la mer, faites attention, chinigalabert. Allez pas baigne dans le bord la mer, faites attention, chinigalabert. C'est dans ce contexte morphologique que la vie s'est organisée. D'accès difficile, la Réunion fut fréquentée par différentes populations, arabes et portugaises, mais qui n'y restèrent pas. Il faut attendre 1663 pour que les Français, par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes, en prennent possession, l'île étant alors déserte. Les premiers colons se voulaient avant tout pêcheurs. Mais le gros problème à Bourbon, l'île étant volcanique, il n'y a pas de plateau continental. L'île tombe verticalement dans la mer, supprimant toute possibilité de pêche sur des poissons sédentaires. Pour ramener quelques poissons, il faut descendre les palangres, les lignes, à plus de 1000 mètres de fond. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, petit pêcheur à La Réunion, c'est hélas synonyme de pauvreté. Actuellement, seule la pêche lointaine des îles Saint-Paul et Amsterdam peut être considérée comme fructueuse, ces îles françaises sur la route de Kerguelen étant fournisseuses de langoustes. Malheureusement, cette pêche n'emploie qu'un nombre relativement restreint d'hommes. La Réunion se tourne maintenant vers l'aquaculture qui constitue un grand espoir sur le plan économique pour l'île. La babadina, la tour le caron, qui m'aide pas du tout. Ici le requin, la maison partage, comme il ramène à l'île, la piquette est debout. Il comprend pas comment la nourriture va nous marcher. Il comprend
Enfin, on ne peut parler des pêcheurs réunionnais sans s'arrêter un instant sur cette pêche très particulière qu'est la pêche au bichic. Les bichics sont des alevins qui apparaissent en bandes très denses à l'embouchure des rivières à période fixe. Leur apparition est liée à la lunaison. Durant l'été austral, ils sont là par milliers à l'embouchure des cours d'eau. Remontant en eau douce, ces alevins vont emprunter les rivières les plus vivantes, les plus aérées, les plus oxygénées qui coulent sur un fond rocheux. Ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle car ils possèdent une ventouse ventrale qui leur permet de s'accrocher aux roches. Pour joindre le cours d'eau, le bichic profite des mouvements du ressac pour se faire porter jusqu'à l'embouchure du torrent. C'est juste au-dessus que les pêcheurs ont placé des nasses, que l'on appelle ici des vouves, et qui obstruent le passage. Ces pièges doivent être placés le plus près possible de la mer, car le bichic, lorsqu'il se présente à l'embouchure, est translucide, son tube digestif étant vide. À son entrée en eau douce, il va chercher à se nourrir des algues qui sont sur les rochers. Il n'en faut pas beaucoup pour que cet alevin se colore d'une pigmentation métallique. À partir de cet instant, il n'est plus comestible, il est plein de sable. Dès lors, on l'appelle boucheron. C'est lui qui, n'étant pas pêché parce que impropre à la consommation, va poursuivre sa remontée. En même temps, il deviendra adulte, prendra le nom de cabot, pondra des œufs qui seront entraînés par le courant et rejoindront la mer. Après éclosion, les nouveaux bichics reprendront le chemin des torrents, perpétuant l'espèce ainsi que l'exige le cycle de leur vie. À noter que cette pêche est réglementée au même titre que n'importe quelle pêche artisanale française et que ces hommes exploitent leurs concessions. Enfin, on peut estimer qu'à chaque montée, un pêcheur prend 20 kilos de bichic à l'heure, ce qui représente une pêche annuelle qui est évaluée entre 30 et 50 tonnes. Les bichics à La Réunion, c'est un petit peu l'équivalent des civelles que l'on pêche en métropole dans l'estuaire de la Loire. C'est donc avec ces alevins que l'on réalisera un délicieux curry, le curry bichic, qui malheureusement, il faut le dire, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les bichics se vendaient à Saint-Denis de La Réunion, voici quelques mois, aux alentours de 130 francs le kilo de bichic frais. Nous allons maintenant quitter ces pêcheurs pour partir sur les pas des premiers colons. Ceux-là même qui, voyant que la pêche n'était pas très rentable à La Réunion, sont partis à la découverte des hauts de l'île et de ses forêts. Avec nos guides, donc, nous gagnons ces forêts primitives, celles que l'on rencontre côté Auvent à partir de 700 mètres. C'est là que nous trouvons un des derniers bardotiers de La Réunion qui travaille l'arbre le plus noble de l'île, le tamarin. Le tamarin des Hauts est un dérivé de l'acacia. C'est un arbre particulier à La Réunion. Celui-ci a la grande qualité de se coucher lors du passage des cyclones et de reprendre pied à la tête. Espèce vivace, mais qui a l'inconvénient de ne pas former de tronc régulier et droit. C'est d'abord pour cette raison, ensuite à cause des problèmes de transport, et enfin parce que le matériau en fait une toiture très résistante aux pluies et aux vents cycloniques, que le bardeau est devenu une nécessité puis un style que l'on appellera plus tard le style créole. Le bardeau est fabriqué à partir de billes de bois d'une trentaine de centimètres de long, qui sont débitées verticalement en planchettes d'un bon centimètre d'épaisseur, puis taillées de façon rectangulaire, une extrémité étant des plus minces possibles. L'opération est assez dangereuse pour l'individu maladroit, la hachette étant particulièrement bien aiguisée. Ceci afin de donner un lissé idéal qui permettra à l'eau de s'écouler sur la planchette sans y pénétrer. À titre indicatif, on considère qu'à la fin du siècle dernier, un bon bardotier faisait entre 300 et 400 bardeaux dans sa journée. Ces bardeaux seront ensuite disposés sur les toits et même parfois sur les murs, comme vous allez le voir d'ailleurs sur un échantillon disposé par M. Lougnon, un des derniers producteurs de bardeaux dans l'île.
C'est donc avec cette disposition que l'on réalisera des cases qui ont beaucoup de cachet, je dirais même beaucoup de charme, comme vous pouvez le voir par exemple dans le cas de la maison forestière du plateau de Bélouf. Parmi les activités des hauts des pentes sur les planèches du massif volcanique le plus ancien, se sont installées une catégorie bien particulière dans les petits peuples de la Réunion. Ce sont ces hommes qui font la culture du géranium. Le géranium a été découvert dans la région du Cap. Les premières cultures à la Réunion remontent aux environs de 1880. Cette culture se fait entre 600 et 1200 mètres, là où la canne à sucre ne se cultive plus, et avant l'altitude où les froids de l'hiver austral provoquent la gelée de plantation. Il faut savoir que la Réunion a été le premier exportateur mondial d'essence de géranium, qui est d'ailleurs toujours la deuxième production de l'île en devise, avec 120 tonnes par an. Quand je dis a été, c'est parce que plusieurs cyclones sont passés sur l'île ces dernières années, détruisant une partie des plantations, et que d'autre part on commence à fabriquer dans le monde de l'essence artificielle. La Réunion n'a donc plus cette primeur mondiale. Néanmoins, il y a encore 1 millier d'alambics dans l'île, tous aussi vétustes mais aussi efficaces, et qui font le même travail à chaque distillation, à chaque cuite. Dans la cuve, au-dessus d'une quantité d'eau nécessaire à la distillation, est entassé de l'ordre de 400 à 500 kg de géranium. Quand je dis entassé, ça n'est pas un vain mot. L'ensemble sera chauffé pendant 2 à 3 heures avec les bois d'acacia qui poussent au milieu des cultures de géranium et qui retiennent les sols. Travail très artisanal, souvent mis en gérance, qui fournit quelques 5000 emplois pour des plantations couvrant 5900 hectares, soit moins de 10% de la surface cultivée. Le rendement d'une telle installation est de l'ordre de 1 kg d'essence pour 400 à 500 kg de géranium. Le kilo d'essence étant vendu entre 2 et 300 francs, suivant la qualité. Pour ceux et celles d'entre vous qui se demandent à quoi sert cette essence, il faut dire que le géranium rentre dans la composition aromatique des savons et en parfumerie. Il faudra chauffer pendant environ 3/4 d'heure avant de voir apparaître à l'autre bout de l'alambic, à la sortie du serpentin, les premières eaux de distillation. Le géranium distillé est récolté dans un vase florentin qui, par gravité, va séparer l'émulsion essentielle de l'eau de distillation. À la sortie de l'alambic, on peut très bien distinguer cette essence qui forme des sortes de taches d'huile au-dessus de l'eau. C'est donc dans un vase florentin tout à fait rustique, j'en conviens, mais pourtant bien typique de ce que l'on trouve actuellement dans l'île, que se fera la séparation, l'essence de géranium étant la partie sombre que vous pouvez apercevoir dans le haut de la bouteille. Enfin, je dirais qu'il ne faut pas aller à la Réunion sans aller respirer l'odeur forte de ces géraniums qui, à perte de vue, couvrent cette montagne au parfum dans la région de la Petite France en montant au Maïdo. Il suffit de flâner sur un des nombreux marchés de l'île pour se rendre compte de la diversité de la population réunionnaise, qui est en fait un formidable cocktail de races aussi variées que les fruits, les plantes et les essences que l'on trouve dans l'île. Cette multiplicité raciale s'explique par le fait que lorsque l'île fut peuplée vers 1715, il n'y avait que quelques cultures vivrières et la population d'origine française se suffisait alors à elle-même. Et c'est donc entre 1730 et 1740 que Bourbon devint une terre d'exploitation agricole et de peuplement, lieu d'escale de la Compagnie des Indes sur la route de Pondichéry. Les nouvelles cultures, les plantations, exigeaient une main-d'œuvre abondante. L'esclavage étant chose admise à l'époque, on fit venir de la main-d'œuvre de Madagascar. Leur présence est encore bien attestée dans le dialecte et la typonymie insulaire. Puis les Cafres, que l'on a cherchés sur les côtes du Mozambique, et appartenant au groupe ethnique des Dravidiens,
les Indiens Malabar venus des côtes du Coromandel. L'ensemble des Noirs, des Blancs et des Métis représentent aujourd'hui les 9/10 de la population, soit 450 000 habitants. Ce n'est qu'après l'abolition de l'esclavage, en 1848, que l'on a cherché en Extrême-Orient un complément de main-d'œuvre. Ce furent les Chinois, et comme on les appelle en créole, Arabes, c'est-à-dire les Indiens musulmans qui s'installèrent et que l'on trouve aujourd'hui dans les petits commerces. Chaque groupe ethnique est arrivé avec ses religions, ses rites, ses traditions, créant le microcosme réunionnais. C'est ainsi que l'on peut trouver dans l'île l'église catholique, le temple protestant, la mosquée musulmane ou le temple malbar. Les Chinois tiennent toutes les boutiques alimentaires, ils ont gardé leur nom cantonné, mais ont rajouté un prénom, bien français. Lorsque l'on va faire ses courses, on ne va pas chez le Chinois, mais on va à la boutique. Ils ont pratiquement le monopole de tout ce qui est alimentaire dans l'île. Les Arabes, donc les Indiens musulmans, tiennent, eux, le commerce des tissus et de la quincaillerie. Saint-Denis est la capitale de la Réunion, ou plus exactement la préfecture. Son aspect général, disposé en damier, avait été tracé par Banks en 1771. De tout cela, on ne peut voir que quelques bâtiments de la Compagnie des Indes. Le reste, il faut le dire, est relativement récent. Mais on ne peut parler de Saint-Denis sans citer le Barachois, actuellement promenade des Anglais et des Dionysiens. À l'origine, c'est la rade, le ponton et les fortifications de la ville. Face à ce Barachois se trouve l'ancien hôtel de la préfecture, bâtiment de la Compagnie des Indes. Cet édifice a été achevé en 1741 par Mahé de la Bourdonnais, gouverneur de l'île, dont la statue se trouve dans le parc contigu à ces bâtiments. Dans la Grande Rue, on peut voir quelques bâtiments anciens, témoins de cette prospérité coloniale, comme par exemple la maison du secrétaire général, ou encore l'actuel musée Léon Dirks, qui est en fait l'ancien hôtel de l'évêché. Malheureusement, aujourd'hui, dans Saint-Denis de la Réunion, c'est un peu comme partout, on ne fabrique plus que des immeubles en béton. Et c'est en fouinant dans les petites rues, derrière les grilles et les palmiers, que l'on découvre bon nombre de ces cases qui ont connu l'âge d'or du café et de la canne. L'opulence, cases pleines de charme, avec leurs frontons ornementés et leurs varangues, sorte de véranda fleurie, havre de fraîcheur dans la canicule de l'été austral. Ces cases sont autant de témoignages de ce passé un petit peu colonial. Au détour des rues, vous pourrez voir des cases magnifiques, comme par exemple celle de la résidence surveillée de la reine de Madagascar. Case tout à fait typique avec à sa droite, nous allons voir dans quelques instants, le Guet Ali. Guet Ali en créole, regarde-le, cherche-le. Guet Ali, petit promontoire où les femmes faisaient leur ouvrage tout en observant les passages des uns et des autres. Hormis ces particularités architecturales, Saint-Denis est une ville de province sous le soleil avec tout de même 120 000 habitants. Pourtant, ce qui fait la particularité de la Réunion, c'est que sur une si petite île de 80 km de diamètre, vivent ensemble près d'un demi-million d'habitants. Et toutes ces races se côtoient dans les mêmes écoles, les mêmes hôpitaux, les mêmes moyens de transport.
La chose peut sembler normale, cependant, la Réunion n'est pas si loin de pays où cette chose n'est pas du tout admise. Aujourd'hui, c'est la communion des enfants de Sainte-Suzanne, et les rangs de cette procession sont à l'image de la diversité des races réunionnaises. C'est d'ailleurs ici qu'il faut mentionner le problème de cette démographie galopante qu'a connue la Réunion. En 1976, plus de la moitié de la population avait moins de 20 ans. Actuellement, grâce à un très gros effort du département et des PMI, on peut dire que la natalité tend à se stabiliser dans l'île. À l'image de cette sorte de kaléidoscope humain, le même jour, un peu plus loin, c'est le service. C'est ainsi que l'on appelle une cérémonie tamoule. Car ces Indiens, qui sont venus en 1848 des côtes de l'Inde, ils ont apporté leur tradition, mais aussi leur temple et leur religion qu'ils pratiquent. C'est d'ailleurs à cet instant que l'on a tendance à oublier que nous sommes ici en France et que ces Indiens sont français. Aujourd'hui, c'est la fête de la déesse Kali, fête qui a lieu au temple. Beaucoup de fleurs sur les autels, dans les niches, contre les murs et surtout autour du cou des bêtes qui seront sacrifiées. La cérémonie commence dans le lancement de cette musique venue d'ailleurs, un instant ponctué par le tintement d'une clochette ou le claquement sec de notre coco que l'on brise afin de conjurer le sort ou de consulter les divinités. On brûle beaucoup de camphre et on exhorte en tamoul. On amène le sabre dont le sacrificateur passe le fil à l'eau tandis que la musique s'accentue. Un nombre impressionnant de coqs et une soixantaine de cabris passeront ce jour-là sous le sabre sacrificateur. Terminé, on passera autour d'une table où quelques 600 convives dégusteront sur des feuilles de banane un délicieux massalé préparé à partir de ces bêtes sacrifiées. Les Malabars, qui représentent aujourd'hui près d'un tiers de la population réunionnaise, essayent de retrouver les racines authentiques de leur religion. Les travailleurs immigrés importés de l'Inde étaient pour la plupart des gens assez pauvres et dont l'éducation religieuse était restée à des notions très simples. Pendant longtemps, on a sérieusement freiné la venue des prêtres hindouistes, alors que dans un même temps, on christianisait systématiquement les immigrants. Ceci explique le décalage entre la religion que l'on pratique dans l'île et la religion authentique. Actuellement, 7 prêtres étrangers sont autorisés à séjourner dans l'île. La religion hindouiste, monothéiste, est une des religions les plus pacifistes et aussi les plus tolérantes, ce qui permet à de nombreux Tamouls à la Réunion d'être à la fois catholiques et hindouistes. Tout laisse à penser que peu à peu,
les sacrifices d'animaux comme ceux auxquels nous venons d'assister vont disparaître. Il semblerait qu'ils aient été instaurés pour pallier à une carence alimentaire, notamment dans les plantations de canne à sucre, où, il y a de cela 150 ans, les coupeurs, il faut bien le dire, ne mangeaient pas tous les jours à leur faim. Il faut d'ailleurs savoir qu'à l'origine de ces fêtes, le plus beau cabri du sacrifice devait être offert par le planteur, par le propriétaire des plantations de canne. Il y a de nombreuses manifestations de cette religion tamoule dans l'île. Parmi celles-ci, une est certainement la plus populaire, celle qui attire le plus de monde, il s'agit de la marche sur le feu. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est une femme qui passe à cette épreuve pour prouver sa fidélité. Actuellement, à La Réunion, la marche sur le feu est pratiquée par une grande majorité d'hommes. La marche sur le feu a lieu à la fin de la coupe de la canne, au début du mois de janvier. À cette période, il peut y en avoir à 4 ou 5 endroits différents dans l'île le même jour. C'est donc sûrement elle qui attire le plus de monde. C'est au hasard des chemins et des routes que l'on rencontre la procession. Les pénitents ont fait une longue préparation de 15 jours de jeûne, de solitude et de continence absolue, dormant sur des feuilles de banane. Aussi sont-ils extrêmement tendus le jour de l'accomplissement. Les nerfs et les muscles sont mis à rude épreuve et certains n'arrivent pas au bout. La procession a lieu ainsi durant toute la journée, chars fleuris en tête, les pénitents portant de lourdes tiares que l'on appelle des carlons. Les carlons sont des pyramides de fleurs, piquées de citron et de fruits divers, et dont le poids oscille autour de 40 kilos. L'ambiance est soutenue par le battement incessant des tambours. Cette procession cheminera ainsi avec des arrêts où l'on fera des prières et des incantations. Il faudra en effet attendre les dernières lueurs du coucher du soleil pour que la procession puisse rejoindre le temple à côté duquel a été installé un brasier préparé depuis le matin et dont la chaleur dégagée rend l'approche difficile. On remarquera que ce sont le plus souvent les femmes et les filles des pénitents qui tirent le char de la déesse en tête de la procession. Conseil, si vous voulez un jour assister à ces marches sur le feu, il faut prendre ses dispositions pour être à une place où l'on pourra apercevoir quelque chose. Il y a un très grand regain d'intérêt pour ces fêtes actuellement dans l'île et les places sont très demandées, c'est le moins que l'on puisse dire. On brise des noix de coco. La noix, c'est le cœur de l'homme. Si la noix se casse bien, le cœur est pur. Alors les tambours se taisent. Et dans un grand silence, les pénitents traversent le brasier dans toute sa longueur, toujours avec le carlon sur la tête. Vous regarderez bien les pieds de ce pénitent qui soulève par moments derrière lui des braises rouges en traversant le feu. Il faudra traverser 3 fois le feu pour que le service soit accompli. Si le carême a été bien fait, les hommes ne se brûlent pas. Mais si l'homme a manqué aux règles de ce carême, alors il se brûle et devra faire pénitence le plus souvent en public. Cette pénitence consiste en une cérémonie que l'on appelle le cavadi, où ces hommes se transpercent le visage avec de grandes aiguilles et où ils tirent de lourds chariots accrochés à la peau du dos par de gros hameçons, très agréables. En voici d'ailleurs un qui ne fera pas ces 3 passages. Il a probablement dû mal faire son carême. Vous remarquerez par contre l'aisance avec laquelle d'autres pratiquement dansent sur ces braises. À la sortie du brasier, ils trempent leurs pieds dans un mélange de lait et d'urine de vache. La vache est un animal sacré chez les Indiens. Une fois que tous les pénitents auront accompli leurs 3 passages, le prêtre, après avoir lui-même traversé le feu, purifiera ces braises en y jetant ce mélange sacré.
Ce sera l'occasion pour nous de voir combien ces braises étaient encore vives. Le cinéma ne restituant hélas pas la chaleur que je puis vous l'assurer, était excessivement dense de là où je me trouvais pour tourner ces images. Cette marche sur le feu n'est pas une supercherie. Il y avait pendant un de mes séjours dans l'île un zoreille, comme on les appelle là-bas, c'est-à-dire un blanc venu de métropole, qui s'était plus ou moins converti à cette religion tamoule et qui faisait ses marches sur le feu. Il était professeur dans un collège dans la région de Saint-Benoît. La cérémonie terminée, on ira remettre la statue de la déesse au temple, et chacun pourra rentrer chez lui. Ces hommes que l'on retrouvera le lendemain derrière le guichet d'une banque, à la pompe d'une station d'essence, devant le tableau noir, que sais-je, comme n'importe lequel d'entre nous, l'endroit est vraiment l'envers de cette population.